merci à vous d'être présents pour cette conférence qui inaugure le cycle de 4 conférences que le comité d'histoire consacre à Sainte-Geneviève pour accompagner une exposition sur panneau que vous pouvez trouver autour de la caserne Lobau, rue de Rivoli, sur Geneviève, sainte patronne de Paris et des Parisiens. Donc, il y aura 4 conférences ici au Petit Palais. Je vous rappelle que le comité poursuit ses cycles de conférences parallèlement aux Archives de Paris sur l'école à Paris. Vous pourrez retrouver en sortant sur la tablette toutes les cycles de conférences, l'école à Paris, et on poursuit aussi le cycle sur les témoins de l'intimité à 12h30 les derniers mardis du mois à la mairie du 11e. Vous pouvez retrouver tous les programmes sur le site Que faire à Paris. Vous cherchez Comité d'histoire de la ville de Paris et vous retrouvez tous les programmes. La semaine prochaine, j'aurai normalement la brochure du semestre que je pourrai vous donner. Si elle est imprimée, normalement, oui. Voilà, donc nous commençons. Donc vous pouvez aller voir l'exposition Sainte-Geneviève. Elle est jusqu'à la fin du mois de mars, exposée rue de Rivoli. Et avant de commencer, pour présenter l'oratrice d'aujourd'hui, je vais donner la parole à Michel Saut, professeur d'histoire médiévale, spécialiste des carolingiens, spécialiste d'histoire religieuse, membre du comité d'histoire de la ville de Paris et maître d'œuvre de cette exposition sur Sainte-Geneviève. Merci Marie. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir donc d'ouvrir ce cycle de conférences sur Sainte-Geneviève. Alors, un tout petit mot pour dire pourquoi on a organisé ce cycle. Il y a 1600 ans naissait à Nanterre Sainte-Geneviève. Et alors, il y a une initiative qui a été prise l'année dernière, ou même il y a 2 ans, par l'archevêque de Paris, ancien évêque de Nanterre, qui a souhaité qu'il y ait une série de manifestations à l'occasion de ce 1600e anniversaire de la mort de Sainte-Geneviève, et a organisé, alors du côté, disons, religieux, une série de manifestations. Il y a eu une grande procession qui a eu lieu le 10 janvier, si mon souvenir est exact, descendant de Sainte-Geneviève jusqu'à Notre-Dame, comme ça s'est fait tout au long de l'histoire. On en parlera dans nos conférences, et on en parle beaucoup dans notre exposition. Et à la suite de cette ouverture qui a eu lieu donc au mois de janvier, il y a circulation des reliques de Sainte-Geneviève entre les 116 paroisses de Paris, qui ont chacune reçu un cierge de Sainte-Geneviève. Il y aura d'autres grandes manifestations religieuses, comme une procession fluviale qui aura lieu lors de la Saint-Denis. Et à la fin de l'année, une grande manifestation de type son et lumière autour de l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est le lieu où se trouve aujourd'hui la tombe de Sainte-Geneviève. Mais l'archevêque de Paris s'est adressé à la mairie de Paris et à la maire de Paris pour envisager avec elle un certain nombre de manifestations, et la maire de Paris s'est tournée vers le comité d'histoire que nous représentons ici et lui a demandé d'organiser d'une part cette exposition donc, que vous pouvez voir sur la caserne Lobau, c'est-à-dire entre l'hôtel de ville et la mairie du 4e, entre le bazar de l'hôtel de ville. Les soldes sont finis, mais ça, on peut faire les deux en même temps. C'est ce que j'ai fait samedi dernier. Et donc, vous commencez par le côté rue de Rivoli. Ça, c'est pas très bien indiqué. Il faut commencer par le côté rue de Rivoli. Et vous faites le tour de la caserne et vous revenez sur l'autre côté. Et il y a 60 panneaux qui évoquent l'histoire de Sainte-Geneviève, bien sûr, mais surtout le culte de Sainte-Geneviève et sa présence aujourd'hui dans les lieux parisiens. Dans les très nombreuses églises de Paris, il y a des Sainte-Geneviève, et évidemment aussi à Nanterre. Alors, c'est le côté, j'allais dire, civique de ces manifestations que nous prolongeons par les conférences que nous organisons ici. Et enfin, il y a un côté scientifique, historique, puisque l'archevêque de Paris s'est tourné aussi vers le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Institut de France, M. Michel Zinc, et lui a demandé d'organiser un colloque universitaire qui aura lieu au mois de novembre 2020, ouvert à tous, et qui se tiendra à la Sorbonne, au Collège des Bernardins et à l'Institut de France. Voilà pour cette année Sainte-Geneviève. Alors j'ai le plaisir donc de vous présenter maintenant notre conférencière d'aujourd'hui,
Marie-Céline Isaïa, maître de conférences habilité à l'Université de Lyon, membre de l'Institut universitaire de France, et qui est une spécialiste du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de la période de Sainte-Geneviève, qui est une spécialiste aussi de l'hagiographie, c'est-à-dire l'écriture sur les saints, et en particulier l'écriture de la vie de Sainte-Geneviève, dont elle prépare, ça sortira dans le cours de l'année, une nouvelle édition. Alors une édition, ça signifie qu'on prend tous les manuscrits, on rapproche les textes pour reconstituer un texte solide, en latin évidemment, mais elle nous propose aussi une traduction en français de ce texte, et ce livre devrait paraître, si tout va bien, au mois de juin. Et c'est en partie de ça qu'elle va nous parler. Mais elle est spécialiste de la géographie, je le disais à l'instant, en particulier par un magnifique livre sur Saint-Rémy, et elle a étudié non seulement la vie de Saint-Rémy, mais toute l'histoire du culte de Saint-Rémy, son importance dans l'histoire jusqu'au cœur du Moyen-Âge. Elle est l'auteur aussi d'un très beau livre, petit livre, c'est un poche folio, collection folio, sur une histoire des Carolingiens, si vous voulez, un beau petit livre sur l'histoire des Carolingiens. Vous prenez le livre de Marie-Céline Isaïa. Voilà, je lui laisse la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'est un honneur d'être ici parmi vous, d'être ainsi présenté avec des mots aussi gentils. Merci à vous surtout d'être aussi nombreux. J'avoue que organiser une conférence le vendredi des vacances à Paris, à l'heure du déjeuner, j'avais quelques doutes, jusqu'à ce que je me souvienne que, évidemment, Geneviève n'est pas n'importe qui pour vous, les Parisiens. Et en réfléchissant à ce que j'allais pouvoir partager avec vous, je me suis dit que finalement, je n'avais pas grand-chose à vous apprendre. C'est-à-dire que quand on parle de Geneviève aux Parisiens, en général, les Parisiens connaissent déjà tout, ils savent à peu près à quoi s'en tenir, et je suis sûre qu'à nous tous, je le fais avec mes étudiants, mais je ne vais pas le faire ici, on serait capable de reconstituer assez vite, les uns et les autres, en mettant en commun nos connaissances, des points acquis sur Sainte-Geneviève, ce que nous savons déjà de Sainte-Geneviève. Est-ce que ça marche ? Oui. Regardez, si nous voulions connaître Sainte-Geneviève, à nous tous, nous serions capables assez rapidement de dire qu'elle est née en 420 à peu près, qu'elle est née à Nanterre, ou en tout cas qu'elle y vivait quand elle était petite, et puis que vers l'âge de 15 ans, elle est passée à Paris. Nous sommes capables de retracer sa biographie à peu près tout le long du 5e siècle, jusqu'à une mort que nous situons avec un bon degré de certitude entre 500 et 502. Nous sommes capables du coup de jalonner toute sa biographie de rencontres avec des grandes figures du 5e siècle. Attila qu'elle ne croise pas vraiment, mais enfin, ils sont quand même pas mal contemporains. Et puis le roi des Francs, Childéric, son fils, le roi Clovis. À nous tous, nous serions aussi capables de placer autour de Geneviève une constellation de noms et de citer le nom de ses parents, Sévérus, Gérontia, le nom de celui qui agit, pour ainsi dire, comme son parrain au moment de son entrée dans la vie consacrée, Germain, évêque d'Auxerre, qui reconnaît en Geneviève l'appel de Dieu, qui le valide et qui l'encourage à entrer dans la virginité consacrée. Et puis, nous en savons encore plus sur Sainte Geneviève. Nous sommes capables de parler de ses dévotions. Elle est évidemment très proche de Saint-Germain d'Auxerre, mais elle va, comme tout le monde au 5e siècle, en pèlerinage à Saint-Martin de Tours. Plus originale, elle se rend aussi en pèlerinage auprès de la basilique de Saint-Aignan, l'évêque d'Orléans, et elle se déplace, et l'on connaît relativement bien ses itinéraires. On sait qu'elle se déplace en bateau, on sait même qu'elle a un bateau personnel, comme c'est le cas dans l'aristocratie du 5e siècle, et qu'elle a des propriétés à Meaux, où elle fait réaliser ses moissons, qu'elle a des amis à Bourges, que quand elle va à Orléans, elle descend chez Fraterna, la mère de Claudia, et que Geneviève est aussi capable d'aller et d'être bien reçue
à Troyes, à Arcis-sur-Aube et à plein d'autres endroits qui sont mentionnés dans sa vie. Quand on réfléchit, quand on prend un petit peu de distance avec ce panorama, on ne peut qu'être étonné de la qualité des détails que l'on connaît sur cette femme. Je suis aussi en mesure de vous dire ce qu'elle mangeait le dimanche, le jeudi, du pain d'orge avec des fèves, et qu'elle portait autour du cou une petite médaille qui était une pièce de bronze ornée d'une croix qui avait été percée pour qu'elle puisse la porter autour du cou depuis son plus jeune âge. La qualité de ces informations n'est pas normale. Si nous faisions ensemble le même travail d'information ou de remémoration à propos des grandes figures du Ve siècle, de qui serions-nous capables de réunir les mêmes informations? Connaissez-vous le nom de la mère de Clovis? Si quelqu'un le connaît, gardez-le soigneusement, ne le dites à personne, c'est une publication, c'est un scoop. Personne ne connaît le nom de la mère de Clovis. Mais plus grave, essayons sérieusement de connaître les dates de règne de Clovis. Il y a ici dans la salle le professeur Bruno Dumézil de la Sorbonne. Je peux lui poser la question de la date d'entrée en fonction du roi Clovis. Il ne pourra pas me répondre avec certitude. Ou alors ce sera un terrible mensonge. Et c'est ce qu'on enseigne. Est-ce que c'est vrai? Non. Nous ne connaissons pas l'âge de Clovis à sa mort, parce que nous n'avons aucune idée de sa date de naissance. Et ce serait pire pour Childéric. En vérité, la qualité des informations dont nous disposons sur Geneviève ne peut être approchée que par les empereurs, peut-être que sur Théodose Ier et sur Valentinien III, pour rester avec des contemporains, on arriverait à avoir cette qualité d'information. Et ce n'est pas faute d'avoir eu pour Childéric et Clovis des historiens. On a quand même Grégoire de Tours, mais on n'est pas aussi bien informé. Alors, pour connaître Geneviève, puisque c'est là l'enjeu de cette rencontre, il y a 2 méthodes historiques possibles. Je vous engage très vivement à venir apprendre la semaine prochaine auprès du professeur Dumézil ce qu'on peut dire de Geneviève en appliquant la première méthode historique raisonnable, c'est-à-dire en la replaçant dans son contexte. Et alors, on découvre en Geneviève une contemporaine de la dynastie théodosienne, c'est la carte de gauche sur votre écran. Geneviève naît dans un monde dirigé par un empereur romain qui maintient l'ordre catholique dans un monde où il y a peu de frontières, ou en tout cas où Geneviève appartient à la Gaule romaine, et elle meurt au moment où la carte des royaumes barbares a été plus ou moins dessinée et où le royaume franc domine ce qui est devenu l'Occident barbare. Ça, c'est une bonne façon de présenter Geneviève et de se demander, du coup, quel rôle elle a pu jouer dans cette transition sur laquelle nous n'avons pas fini de réfléchir entre un ordre romain et la royauté barbare. On s'est beaucoup demandé, il faudra poser la question au professeur Dumézil, quel rôle Geneviève a pu jouer dans la promotion, par exemple, d'une famille, la famille de Childéric et Clovis, à la tête des royaumes francs. La méthode que j'applique est une méthode entièrement différente. Mon problème, c'est une méthode tout aussi historique à mes yeux, vient de la qualité des sources, de la qualité de l'information dont nous disposons sur Geneviève. En d'autres termes, pourquoi nous la connaissons si bien? Parce que des hommes, des femmes, un petit cercle d'intimes a estimé vital, nécessaire, crucial d'écrire sa vie quelque part vers 520. Nous connaissons Geneviève parce que, étant entourée d'une réputation de sainteté, ceux qui l'ont vue mourir et qui ont eu
peur que sa mémoire s'étiole puis disparaisse, se sont mis tout d'un coup, vers 520, à vouloir rassembler à son sujet tous les témoignages possibles pour arriver à écrire son histoire. C'est pour cela que nous sommes si bien renseignés sur Geneviève, et là encore, si on cherchait à faire des parallèles avec d'autres figures du 5e siècle, il n'y a guère que pour les saints qu'on arriverait à une telle qualité de l'information. C'est donc, et ce n'est pas une malédiction, c'est avec cela qu'il faut faire quand on est un historien, c'est donc à partir de sources hagiographiques, à partir de textes qui ont été écrits pour promouvoir, pour garder la mémoire de la sainteté de Geneviève, qu'il va falloir travailler. Nous devons travailler, peut-être pas tant finalement à connaître Geneviève, qu'à connaître ces cercles, ces hommes, ces femmes qui au début du VIe siècle ont voulu s'en souvenir. Et c'est à partir de ces milieux de rédaction et de réception que je travaille avec vous. La vie de Geneviève que nous connaissons, c'est celle que ces hommes et ces femmes ont voulu nous transmettre. D'un point de vue scientifique, pour connaître cette littérature hagiographique, nous dépendons essentiellement de l'œuvre des Jésuites. Et ici, c'est une maladresse de ma part, je vous ai mis le frontispice du tome numéro 2 de l'œuvre de l'un de ces Jésuites. J'aurais dû vous mettre le frontispice du tome numéro 1, le premier volume des Acta Sanctorum que Jean Bolland a réuni au milieu du XVIIe siècle, membre de la Compagnie de Jésus, à charge pour lui de réunir ce qui pourrait raisonnablement fonder une histoire de la sainteté dans l'Église. Le problème qu'affrontent les jésuites et qu'affronte en vérité l'Église après la Réforme est le suivant. Est-il raisonnable de continuer à pratiquer, à entretenir, à encourager le culte de saints au sujet desquels on raconte des histoires invraisemblables et que saint Samson de Dol nouait son étole autour du cou du dragon pour l'emmener se noyer plus loin? Est-ce qu'on peut vraiment fonder sur la littérature hagiographique héritée du Moyen-Âge une science des saints? L'histoire est connue. Jean Bolland ne commence pas par Geneviève parce que c'est Geneviève, il commence avec Geneviève parce que Geneviève est célébrée au 3 janvier. Or, le travail de Bolland suit l'ordre du calendrier liturgique, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Donc dans le premier volume des Acta Sanctorum, Jean Bolland donne ce qu'il connaît de mieux fondé au sujet de Sainte Geneviève, c'est-à-dire qu'il va chercher d'une façon très scrupuleuse, qui aujourd'hui n'atteint pas exactement notre idée des normes scientifiques, mais il va chercher d'une façon très scrupuleuse ce que l'on a de mieux à propos de Geneviève, et il trouve dans 3 manuscrits, les 3 qu'il a sous la main, manuscrits de Saint Martin d'Utrecht, de Larivour et de Bonnefond, une vie de Geneviève. Cette vie raconte la biographie de Geneviève, on l'enregistre chez les bollandistes, donc les héritiers de Jean Bolland, sous le numéro 33-34. Ce qui est très important pour nous, c'est de découvrir qu'il n'est pas capable de trouver cette vie ailleurs que dans des manuscrits des XIe et XIIe siècles. On ne s'en alarme pas à ce moment-là, il en a trouvé 3 qui disent à peu près la même chose, à quelques variantes négligeables près, et c'est cela qu'il imprime comme la vie de Geneviève de référence. 19e siècle, l'érudition historique progresse. Bruno Crouch publie l'essentiel des vies de saints qui nous informent sur les temps mérovingiens, et voilà qu'il publie une autre vie. Vous ne lisez pas à cette distance, même si vous êtes tous latinistes, mais vous en voyez assez pour voir que la vie 33-34 commence par B, bienheureuse Geneviève, tandis que la vie ici imprimée par Bruno Crouch, que nous appellerons donc la 33-35, celle qui est venue après, commence par un Igitur Genovefa. Donc,
Geneviève. Le Iguitour, c'est ce I majuscule absolument magnifique que vous avez dans le Paris 55-73. Le problème est d'arriver à un classement relatif des deux vies. Ces deux vies racontent exactement la même histoire dans le même ordre, mais pas vraiment avec les mêmes mots. Jean Bolland ne s'est pas posé la question de celle qui était antérieure à l'autre. Crouch, en revanche, a une idée très précise. Et Crouch est persuadé que la sienne, la 33-35, que vous avez ici à droite, est celle qui est venue la première, l'autre n'étant qu'une forme de réécriture. Si on veut, nous, ici, parvenir à se faire une opinion, je vous ai sélectionné 3 passages qui me semblent tout à fait révélateurs. Dans la première vie, il est question ici de la première rencontre entre Germain et Geneviève. Germain d'Auxerre voit Geneviève enfant de loin, au milieu d'une foule qui se presse autour de la basilique de Nanterre, et, nous dit la vie de Bolland, il connut qu'elle serait très sainte. La vie de Crouch connu, et alors là c'est une expression qui n'est pas normale, ou en tout cas l'usage d'un adjectif qui d'habitude s'applique à un homme, il connut la grandeur de son âme, magnanimem. Et en plus il y a une faute de latin dans le texte « je passe ». Deuxième problème, Geneviève se dispute avec sa mère ne veut pas qu'elle aille à l'église. Geneviève répond « mais j'ai promis que j'irai parce que je suis une vraie fidèle épouse du Christ, ou en tout cas j'aspire à le devenir ». Et elle insiste dans la vie de Bolland « je serai assidue à l'église pour obtenir d'être son épouse, etc. » Vous arrivez à lire. Passage traité d'une façon qui a l'air un peu plus cocasse dans la vie 33-35. Pourquoi est-ce que je veux être l'épouse du Christ? Pour mériter ses perles, ses vêtements, ses bijoux, ses joyaux. Bon. Troisième problème, tout à fait à la fin, le texte se termine par une invocation à la Trinité, que Geneviève nous assiste de ses prières, à la gloire de la Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous confessons l'unité de la Trinité, dit le texte 33-34. Nous confessons l'unité de la Trinité tout entière impériale dans l'unité, dit le texte 33-35. Et Crouch de rire. Une telle proclamation, dit Crouch, ne peut se comprendre que dans le contexte d'un rétablissement de l'Empire carolingien, après le couronnement de Charlemagne, donc après 800, ce qui prouve que cette vie est un faux carolingien qui prétend être un texte du VIe siècle, mais qui ne peut avoir été écrit qu'au IXe siècle au mieux. Dans tous les cas, vous pouvez être convaincu par votre propre jugement ou bien me faire confiance. Dans tous les cas, la comparaison entre les deux textes nous conduit à conclure que le texte que vous avez ici à droite est bien le texte antérieur, avec ses bizarreries, avec son originalité, avec ses traits inattendus, tandis que le texte de gauche n'en est que la version édulcorée, simplifiée, rendue en fait beaucoup plus accessible. Le classement relatif n'est pas une découverte. Le classement relatif conduit simplement à inverser. 33-35 devient la première vie, celle que j'appellerai désormais la vie A, tandis que 33-34 devient la vie B. Il va falloir jongler avec les deux références. Le classement relatif, donc, à mon avis, ne pose aucun problème. Charles Kohler n'en est pas tout à fait convaincu, à cause du classement absolu qu'a imposé Crouch. Crouch, vous l'avez dit, vous l'avez entendu, dit que sa vie est la première, mais il dit aussi qu'elle est carolingienne. Autrement dit, nous devons renoncer à avoir une source du VIe siècle sur Sainte Geneviève et nous ne pouvons que dépendre d'une réécriture très tardive de traditions déjà remaniées. Charles Kohler, à la fin du XIXe siècle, répond à Bruno Crouch en classant à l'inverse la vie B est la première et elle est mérovingienne. Dans l'un et l'autre cas, la difficulté, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à trancher, pourquoi est-ce que Kohler n'est pas plus convaincu par Crouch?
parce que nous ne disposons toujours pas d'une preuve absolue qui serait un manuscrit du VIe siècle, il n'y en a pas beaucoup, du 7e, du 8e, du 9e. En vérité, tous ces textes sont pour l'instant connus à travers des manuscrits postérieurs à l'an 1000, et s'ajoute à ce problème un débat autour de la légende dionysienne. Vous savez peut-être que Geneviève apparaît dans sa vie comme étant particulièrement dévote de Saint-Denis. C'est Geneviève qui demande au clergé parisien de construire une basilique en l'honneur de cet évêque martyr de Paris. La présence de cet évêque martyr de Paris en des termes qui en font un évangélisateur de Paris pose problème à un moment où on discute beaucoup pour savoir si Denis a oui ou non été envoyé à Paris par le pape Clément, c'est-à-dire par le successeur de Pierre. C'est une façon de dire que l'église de Paris a été fondée au 1er ou au 2e siècle. Nous sommes ici dans une impasse au moment où, pensant avec beaucoup de bonhomie simplifier la situation, qu'une seule, en 1910 dit j'ai trouvé une solution, je vais tous vous mettre d'accord, car je dispose d'un manuscrit antérieur à l'an 1000. En fait, j'en ai même trouvé 2. Là, c'est Karl Kunsel qui parle par ma bouche. Il a effectivement trouvé dans ce qu'on appelle un légendier, c'est-à-dire un recueil de vies de saints qui les classe ici selon l'ordre du calendrier, un légendier qui a été copié à Reichenau au IXe siècle. Il a découvert une autre vie de Geneviève. 336. Là encore, vous voyez, on peut au moins se repérer aux initiales, à défaut de pouvoir lire parfaitement le texte. Après la rubrique qui annonce « Ceci est une vie de Geneviève », ce texte qui commence par « Sancta ». C'est un S que vous avez calligraphié sur le manuscrit de gauche, et je vous ai mis ici les 3 premières lignes. Il faudrait pouvoir les déclamer. Sancta egitur Genovefa in nemetodorensi parochianata, que septem ferme milibus a Parisius urbes constituta, parentibus vero severo patre, gerontia matre progenita. J'ai souligné les 2 voyelles accentuées. Vous allez voir que c'est important. Si vous avez fait un petit peu de latin, vous entendez à l'oreille, et sinon croyez-moi sur parole, que la vie 336 est écrite dans une langue bien supérieure à la langue de la vie A, la vie antérieure, celle de Crouch, dont je vous ai pour mémoire remis le texte qui dit exactement la même chose. Donc Geneviève est née à Nanterre qui est à peu près à 7000 de Paris. Son père était Sévère et sa mère était appelée Gérontie. C'est 2 fois la même histoire, mais ça n'est pas tout à fait écrit dans le même registre de langue. Kunsel donc est très tranquille. Il a sous les yeux un manuscrit qui est parfaitement daté, puisqu'on y voit, et c'est pour cela que je vous ai montré ce folio. C'est pas très spectaculaire, les manuscrits hagiographiques, n'est-ce pas? Ça manque d'enluminure, hein, ouais. Mais quelle beauté! Alors, exactement, rien qu'à l'œil, on est déjà capable de dire, regardez, ça c'est la normalisation carolingienne, ça a été calligraphié dans une minuscule extrêmement soignée, mais pas très ornée, c'est pas destiné à être joli, c'est destiné à être parfaitement lu, et à ce passage-là, qui était particulièrement considéré comme important, on reconnaît l'intervention de Régimbert de Reichenau. Votre cœur ne bat peut-être pas à l'évocation de ce nom, mais c'est le bibliothécaire de ce qui est l'un des centres culturels les plus importants du IXe siècle. Quand on repère la patte de Régimbert dans les manuscrits, on est sûr de leur datation et on est sûr de l'importance donnée à ces manuscrits. Et effectivement, c'est comme ça que Kunsel est tombé sur ce légendier. Nous avons à l'intérieur de ce manuscrit tout ce qui a été considéré à Reichenau comme étant les textes les plus importants, des textes peut-être rares, des textes précieux, des textes qu'il ne faudrait pas perdre, qui étaient peut-être en train de s'égarer, copiés sur des feuillets de parchemin épars, mérovingiens, dans une écriture indéchiffrable.
Et là, Régimbert a organisé la copie de ces textes pour les conserver. Pour qu'une seule, l'affaire est complètement entendue. Il y a eu, sûrement, une vie de Sainte Geneviève mérovingienne, mais elle est perdue. Il dispose, lui, de la première réécriture carolingienne et il insiste. Les carolingiens n'ont pas raconté n'importe quoi. Ces gens-là avaient des scrupules. Ils ont simplement remis dans une langue correcte un texte qui était écrit dans un latin abattardi. Donc, le fond, pour lui, il a une position très consensuelle. Ce que la vie nous dit de Geneviève, on peut à peu près y croire. Simplement, ça a été écrit dans un meilleur latin. Quant aux vies des autres, celles de Boland, Collard et Crouch, eh bien, elles se ressemblent parce qu'elles dépendent toutes les deux d'une autre vie perdue et on répugne à les dater, mais l'évidence manuscrite prouve qu'elles sont postérieures. Donc, qu'une seule arrive avec une troisième candidate pour être la biographie officielle de Geneviève. Je passe de très nombreuses étapes qui ne sont pas forcément à la gloire de l'université, ni française ni allemande. Voilà. Jetons un voile pudique sur le siècle qui a suivi et arrivons directement à ce qui, pour le coup, fait honneur à la science, le travail de Martin Heinzelmann et de Joseph-Claude Poulain, qui, à l'occasion d'un colloque décisif tenu à Paris en 1983, ont remis les choses à plat, ont remis les choses dans l'ordre. J'ai remis pour mémoire la proposition de Kunzel qu'ils ont gentiment écartée d'un revers de main pour revenir à ce que je crois, mais je ne suis pas la seule, être la vérité. La première vie éditée par Crouch est effectivement, comme l'auteur le prétend lui-même, la vie mérovingienne écrite dans les années 520. Et elle a été l'objet de 2 réécritures. La réécriture simplifiée, qui donne la vie B, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire, et la réécriture de Kunzel, qui va nous intéresser davantage, une forme de réécriture que j'appelle ici enjolivée, pour dire qu'elle est écrite dans une langue bien meilleure. Ce qui fonde la démonstration de Heinzelmann et Poulain, c'est là qu'on peut recommencer à connaître Geneviève. C'est d'abord l'étude des realia, c'est Martin Heinzelmann qui le dit comme ça, c'est-à-dire de ce que cette vie évoque, et chaque fois que la vie parle d'un fait, d'une institution, d'un événement, d'un personnage, d'un office, Martin Heinzelmann prouve que oui, c'est tout à fait concordant avec ce que l'on sait par ailleurs du Ve siècle. On arrive ainsi, par recoupement, à faire coller les épisodes de la vie de Geneviève avec ce qu'on connaît par ailleurs de la chronologie du Ve siècle. Et puisque j'ai dit que ce qui m'intéressait ici, c'était le travail de la personne, de l'hagiographe qui avait écrit cette vie, on est du coup en mesure de se rendre compte que cet auteur, sans le dire, sans jamais utiliser de date dans sa biographie, a en fait une idée très claire de la chronologie et la respecte dans l'ordre. Sa biographie ne mentionne pas de date, ne mentionne pas d'empereur ou de je ne sais pas trop quel point de repère chronologique, mais il suit très rigoureusement l'ordre de la chronologie. Du coup, on est capable de recoller les événements de la vie de Geneviève avec ce qui nous sert quand même de point de repère très utile. Elle rencontre Germain d'Auxerre vers 429, à un moment où Germain d'Auxerre se rend en Bretagne, c'est-à-dire sur l'île de Bretagne. Le voyage est très bien documenté par la chronique, enfin très bien documenté. Le voyage est cité par la chronique de Prosper d'Aquitaine. 21 mois plus tard, sa mère étant devenue aveugle, elle lui rend la vue. Elle est consacrée dans la virginité. On est assez étonné
par un évêque complètement inconnu. Et nous nous disons finalement, vu l'intensité, vu ces liens privilégiés avec Germain d'Auxerre, pourquoi est-ce que ce n'est pas Germain qui s'en occupe ? Ça tombe bien, justement à ces dates-là, Germain n'est pas dans la vallée de la Seine. Germain est successivement à Arles et à Ravenne, et il est loin de Gaulle pendant au moins 2 ans. Ça coïncide bien avec la mention de la vie qui nous dit que, quand même, pour être consacrée dans la virginité, elle est bien jeune. C'est pas tout à fait normal, 15 ans, ce n'est pas du tout l'âge canonique. On demandait une femme un petit peu plus avancée en âge, quelqu'un qui avait déjà renoncé au mariage, donc quelqu'un qui avait coiffé Sainte Catherine à peu près, comme point de repère. À ce moment-là, les parents de Geneviève étant morts, elle déménage pour Paris, et le biographe nous dit que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 50 ans, elle s'est astreinte à une très vive ascèse alimentaire, qu'elle n'a rien mangé d'autre que du pain d'orge et des fèves, vous le savez déjà, d'où l'on conclut généralement que à partir de 15 ans, ça marque son entrée dans la virginité consacrée, que c'est à partir de ce moment-là où elle est maîtresse d'elle-même et où elle vit à Paris, qu'elle est capable de décider de son régime alimentaire. Lors de la 2e mission de Germain d'Auxerre en Bretagne, il comprend que la situation de Geneviève à Paris est très précaire. Il faut dire qu'elle s'est singularisée par des dons de prophétie et avant tout par une expérience de mort. Elle a été considérée comme morte pendant 3 jours. Et quand elle s'est réveillée de cette sorte de coma un petit peu mystérieux, elle a révélé qu'elle avait voyagé dans l'au-delà, qu'elle avait eu une vision complète des châtiments qui étaient réservés aux impies et des récompenses qui étaient promis aux élus. Donc évidemment, elle passe pour une illuminée dans le meilleur des cas, pour une folle dans le pire. Et elle est assez mal vue à Paris. Il faut l'intervention de Germain d'Auxerre pour authentifier sa vie chrétienne et pour dire que non, ce n'est pas une hypocrite. C'est une femme qui vit sa vie chrétienne avec une assez grande intensité. À ce moment-là, nouveau problème avec les Parisiens, alors que l'invasion des Huns menace, Geneviève dit « c'est inutile de déménager, on peut rester en sécurité à Paris, ce qui compte c'est le jeûne et la prière et pour le reste tout ira bien ». Évidemment, ceux qui sont partisans d'un déménagement précipité lui en veulent. Et puis, nous manquons alors de points de repère chronologiques, mais ce n'est pas le biographe de Geneviève qui est en cause. C'est qu'à partir de la 2e moitié du 5e siècle, nous ne savons plus très bien ce qui se passe en Gaule, en vérité, ou du moins nous manquons de points de repère très très ancrés dans la chronologie. On sait successivement que Geneviève fait construire la basilique Saint-Denis, qu'elle a affaire avec le roi Childéric, qui est là à Paris, et qui la trouve extrêmement influente. Puis, elle ravitaille la cité à l'occasion d'un blocus qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Enfin, elle meurt, elle a 80 ans passés, et c'est Clovis qui s'occupe de faire construire une basilique où pourront être placées ses reliques, basilique qu'il n'a pas le temps d'achever, et c'est Clotilde qui achève la construction. Ces critères historiques, donc, pour ma part, j'essaie de les mettre aussi, de les confirmer par l'étude de l'écriture de cette vie. J'ai fait un grand travail de repérage des sources dans cette vie mérovingienne pour essayer de comprendre quelle était la culture de la géographe qui nous la livre. C'est une vie qui est méprisée parce qu'elle est écrite dans un latin particulièrement fautif, disons un latin mérovingien, mais en fait c'est l'œuvre d'un auteur exceptionnel qui a une bibliothèque à sa disposition d'une richesse dont on n'a pas fini d'explorer les recoins, puisque aux sources déjà connues, on savait qu'il utilisait Sulpice Sévère, on savait qu'il utilisait le pasteur d'Hermas. Nous avons ajouté récemment l'usage du Péristéphanon de Prudence, nous avons ajouté surtout l'usage
intensif des discours de Grégoire de Nazianze traduits en latin. Et au 5e siècle, il n'y a pas grand monde en Gaule qui lit la traduction latine des discours de Grégoire de Nazianze. Au total, ce que l'on est capable de reconstruire de la culture de cet hagiographe vient, ce n'est pas une surprise, mais vient parfaitement confirmer qu'il s'agit d'une œuvre du début du VIe siècle. L'auteur n'utilise que des œuvres des 4e et 5e siècles. Rien ne dépasse. Au total, donc, vous avez retenu, car vous êtes très attentif, qu'il y a donc 3 vies de Geneviève. Et je viens d'écrire qu'il y en avait 4. Et en fait, j'en commentais que 2. Donc, j'essaie de clarifier un petit peu la situation. La vie B, je vous ai mis ici ce très joli manuscrit de Rouen, mais c'est pas vraiment la vie de Geneviève qu'il représente. C'est la vie de Saint-Hilaire, mais j'adore cette enluminure-là. C'est un Saint-Hilaire barbu tout à fait... bref, c'est pour vous rappeler que la vie B, en vérité, on a compris que c'était une vie simplifiée de Geneviève. Nous sommes encore, ou alors peut-être parmi vous, je voudrais susciter des vocations, nous sommes encore incapables de dire quand elle a été réalisée. Peut-être qu'on en a eu besoin au cours du 7e siècle, peut-être du 8e, peut-être du 9e, peut-être du 10e. En tout cas, elle traduit la conscience qu'un auteur a eu un jour, mais un jour quand ? Avant le 11e siècle, c'est la seule chose qu'on peut dire. La conscience qu'un auteur a eu un jour que la vie initiale était vraiment très difficile à comprendre et que donc il fallait en enlever les aspérités principales. Ici, pour connaître Geneviève, elle n'est en fait d'aucune utilité. Mais il y a aussi une 4e vie de Sainte Geneviève, vie E, que je vous présente dans son manuscrit le plus ancien. C'est le feuillet qui commence ici à votre droite, manuscrit conservé aujourd'hui à la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais dont nous savons qu'il a été composé à Noyon. Temporé, celui-là, cette vie-là, elle commence par T. Je l'écarte, mais en fait, il faudrait une autre conférence, je pense. Il faudrait une autre conférence pour que je puisse vous en parler. C'est une vie carolingienne, extrêmement ambitieuse, mais dans un autre registre, puisque le but de la géographe qu'il écrit, c'est de montrer que Geneviève vivait au VIe siècle dans un contexte qu'il est capable de retracer. Donc il explique qui était Valentinien III, il explique qui étaient les autres saints du VIe siècle. Bref, il fait en fait une sorte de cartographie du réseau de Geneviève. C'est une méthode d'écriture qui est intéressante en soi, mais qui, pour connaître Geneviève, évidemment, n'apporte rien. Il nous en reste 2, la vie A, la vie mérovingienne donc, et la vie C, dont nous avons simplement été capables de dire qu'elle datait d'avant son intégration dans le légendier de Reichenau. C'est pour ça qu'elle apparaît ici comme datant d'avant environ les années 820. Je vais essayer de comprendre l'une et l'autre de ces vies dans le quart d'heure qui me reste, en réfléchissant cette fois du point de vue de l'intention de la géographe qui les rédige et aussi du coup en regard du point de vue du public qui est visé par la géographe, du milieu qui peut être intéressé par le récit d'une vie de Geneviève. Quand je parle de public, évidemment ça va impliquer de lire très attentivement les textes, je vous les ai apportés traduits, et de cesser de regarder les manuscrits. En effet, c'est assez paradoxal que je dise une horreur pareille. Cesser de regarder les manuscrits. J'espère qu'on pourra couper ça au montage. Il faut toujours regarder les manuscrits. Évidemment qu'il faut regarder les manuscrits. Mais les manuscrits que nous connaissons des vies A et C nous parlent toutes du même usage, c'est-à-dire d'une réception liturgique de ces vies. Pourquoi ces vies ont continué à être copiées, maintenues, conservées ? Parce qu'on se servait de ces textes à l'occasion du 3 janvier pour célébrer la Sainte Geneviève. C'est pour ça que je vous ai montré ce manuscrit ici d'Orléans, un des premiers chronologiquement, il y en a un antérieur, mais c'est l'un des premiers manuscrits en fait connus de la vie A. Si on regarde bien, il a été fabriqué pour qu'on ait une série de lectures à pratiquer pour
l'office de Sainte Geneviève, au cours de la célébration de l'office de Sainte Geneviève, on lit des extraits de sa vie. Et donc ce que vous voyez cerclé ici en jaune, c'est pris dans le début de la vie, une collection d'extraits qui vont pouvoir être lus et ponctuer l'office. Donc en fait, si on travaille simplement sur les manuscrits nous racontent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se sert de ces textes pour la célébration liturgique de la Sainte, mais ce n'était pas l'intention initiale. C'est un aménagement de ces textes qui a été réalisé au cours du Moyen-Âge. Il faut donc revenir au texte lui-même pour savoir en vérité quel est le milieu de rédaction, quel est le public visé et entre les deux, quel est le projet. Quand on lit la vie A, on découvre que la géographe, à la fin de son texte, veut qu'on se souvienne qu'il a lui-même touché, vu, connu de près une ampoule miraculeuse qui avait été remplie d'huile à la prière de Geneviève. Ce qu'il est en train de dire à la fin de son texte, c'est qu'il appartient à un milieu qui est celui non pas des fidèles de Sainte Geneviève, de ceux qui l'ont fréquentée pendant 50 ans, mais dans le milieu de la génération d'après. La génération où l'on a conservé quelques objets et où on se raconte son histoire. On est déjà dans la génération d'après, la génération des disciples, et ce milieu-là qui entretient la mémoire de Geneviève s'en souvient à travers toute une série de noms propres. La géographe nous cite le prêtre Bessus comme ayant fait partie de l'expédition qui est allée chercher du grain à Arcis-sur-Aube. Il nous cite le prêtre Genès comme étant celui qui aide Geneviève pour la construction de Saint-Denis. Et puis, tout le reste du texte est émaillé de noms propres. Quand est-ce que ce genre de phénomène se produit en hagiographie ? Eh bien, tout simplement quand un hagiographe est allé faire une enquête de proximité, pas forcément auprès des miraculés eux-mêmes, mais auprès des gens qui ont connu quelqu'un qui avait connu ces miraculés. Donc on a là un travail de collecte de la mémoire par les cercles parisiens qui ont entouré Geneviève et qui l'ont connue de près. Ça, c'est complètement normal. La géographie naît comme ça. La géographie, c'est ce qu'on se met à écrire au moment où les témoins vivants disparaissent et où quelqu'un dit « Mais attendez, il ne faut pas perdre ça, il faut l'écrire ». En fait, c'est le même problème avec les évangiles. Plus intéressant et complètement novateur, et en vérité complètement atypique dans toute la géographie latine, cet hagiographe double ce travail mémoriel d'un projet théologique. Quand vous commencez la vie de Sainte Geneviève, ça commence par la rencontre Geneviève-Germain d'Auxerre, vous avez compris, mais ça c'est pas normal. D'autant que la géographe nous précise que Germain d'Auxerre était en route pour aller combattre le pélagianisme en Bretagne. J'ouvre un dictionnaire de théologie, je cherche à savoir ce que c'est que l'hérésie pélagienne, et je me souviens que le prêtre Pélage, dans les années 400, enseigne à Rome que l'homme est capable de mener une vie chrétienne. Bien sûr, expérimentalement, l'homme, l'être humain, je veux dire, pas seulement les hommes, l'être humain se rend coupable de péché, oui, c'est vrai, mais ça n'est pas une fatalité. En fait, l'homme est capable de mener une vie chrétienne parfaite. Et il a pour cela le ressort de sa bonne volonté. D'une certaine façon, le discours de Pélage est un discours extrêmement optimiste, et ce qu'on lui a reproché, ce pourquoi il a été condamné en 418, c'est que bien sûr ça a l'air de faire un peu vite cas de la grâce. Si l'homme est capable d'une vie chrétienne parfaite, que faire du secours de Dieu ? Quand la géographe nous présente donc ce départ de Germain qui rencontre Geneviève alors qu'il part combattre le pélagianisme, il nous précise quel était le contenu de l'erreur pélagienne. Et ça a l'air d'être pour lui quelque chose de réellement grave, ou en tout cas qui mérite un commentaire. Il ne donne pas la définition du dictionnaire de théologie catholique que je viens de vous donner. Il donne une définition beaucoup plus appliquée et beaucoup plus précise en vérité de ce qu'était l'erreur pélagienne, c'est-à-dire que à partir du moment où deux chrétiens étaient baptisés,
Célestius, qui est un contemporain de Pélage, et pas Pélage lui-même, enseignait qu'il n'y avait pas de transmission du péché originel. Si on croit vraiment que le baptême efface la faute originelle, l'enfant de 2 baptisés n'est plus marqué par le péché originel. Il n'a dès lors plus besoin d'être racheté. Vous voyez que c'est bien une réflexion sur la grâce et sur ce dont l'homme est capable, mais qui contredit complètement l'enseignement qu'on mettra rapidement sous l'étiquette d'Augustin. L'hagiographe est préoccupé par cet enseignement et il écrit la vie de Geneviève pour prouver au contraire que l'homme, en l'occurrence la femme, a besoin du secours de la grâce pour accomplir son projet de vie chrétienne. Et c'est ce qui explique ce début, quand la géographe explique premier chapitre de la vie A, à quoi bon écrire? Il ne dit pas, comme diraient d'autres hagiographes, on est en train de perdre le souvenir de Geneviève, vite, vite, dépêchons-nous de garder la mémoire. Non, non. Il dit, j'ai un projet en 2 temps. 1, Geneviève avait une intention de salut. Elle voulait se consacrer à Dieu. Elle voulait mener une vie chrétienne authentique, ce qu'il appelle ça dévotio, son vœu. C'est pas simplement le vœu de chasteté ou de virginité consacrée, c'est l'intention de mener une vie chrétienne. On pourrait dire en théologie, son libre arbitre était pleinement engagé, sa volonté était bonne, mais pour y arriver, il a fallu qu'elle rencontre l'action de la grâce. Et oui, elle n'a pu arriver à mener à bien cette dévotio que parce que Dieu, à chaque moment clé de sa vie, lui a conféré la grâce nécessaire. Où l'on découvre que notre hagiographe extrêmement savant, formé en théologie notamment par Grégoire de Nazianze et par d'autres, est en fait en train d'écrire un traité anti-pélagien appliqué. On discute pour savoir ce qui dans l'être humain l'emporte, du libre arbitre ou de la grâce, pas de problème, chez Geneviève. En Geneviève, vous allez voir comment les deux coïncident. Ça, c'est radicalement original et ça montre aussi que la géographe était un véritable théologien. Le problème, évidemment, c'est de rencontrer le public capable de lire ce texte. Je vous propose un exemple, mais j'aurais pu en citer 20 autres, de chapitres dans cette vie théologique ambitieuse de Geneviève. On décrit la vie spirituelle de Geneviève. On dit rien d'exceptionnel. Vous voyez l'intensité des citations bibliques. Cet homme, disons que c'est un auteur homme, quand il écrit cette vie de Geneviève, la tisse de réminiscences scripturaires, l'écrit tout entière en dialogue avec la Bible et en dialogue évidemment avec son propos théologique. Ça donne quelque chose de très beau, ça donne quelque chose d'assez difficile à lire. Et c'est pas simplement parce que mon français est un petit peu heurté, le latin aussi est épouvantable. Autrement dit, personne, en dehors des cercles des gens déjà convaincus, ne peut vraiment garder cette vie de Geneviève. Personne ne peut vraiment la lire, ou en tout cas, il faut déjà une formation biblique et théologique extrêmement intense pour pouvoir la recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les milieux de l'aristocratie franque où on vous dit que la dévotion à Geneviève est fondamentale, et d'ailleurs que le roi Clovis a voulu être enterré à côté des reliques de Geneviève, et d'ailleurs que la reine Clotilde s'est elle-même préoccupée de faire construire une église autour des reliques de Geneviève, l'aristocratie franque est face à un texte qui ne lui parle pas. À mon avis, c'est la raison de l'écriture de la vie C, pour laquelle je vais mener, dans les 3 minutes qui me restent maintenant, à peu près la même étude sur quelles sont les intentions de l'auteur et quel peut bien être le public visé. Cette vie C, vous comprenez qu'à partir du moment où on a identifié la vie A comme étant la première vie de Geneviève, elle est à peu près tombée dans l'ombre. Plus exactement, elle n'intéresse aucun historien,
elle n'intéresse que les philologues, et en particulier Giovanni Orlandi, qui a fait vraiment progresser notre connaissance, notre compréhension de cette vie, en allant la chercher dans une démarche qui n'est pas du tout celle des historiens des 19e et 20e siècles, en allant la chercher dans un manuscrit tardif. Vous vous souvenez que Künzel était très fier de l'avoir trouvé dans un manuscrit du début du 9e siècle. C'était une étape décisive. Giovanni Orlandi reprend l'édition de Künzel et se dit, mais en fait, Künzel avait à sa disposition 2 manuscrits. Il avait à sa disposition un manuscrit de Vienne, enfin un manuscrit conservé à Vienne, qui est en fait ce qu'on appelle le légendier d'Arnes de Salzbourg. Il avait à sa disposition le légendier de la Reichenau. Et, observe Orlandi, chaque fois que ces 2 manuscrits n'étaient pas d'accord, pour faire l'édition, c'est-à-dire choisir la variante convenable, à chaque fois, observe Orlandi, Künzel a choisi le légendier de Reichenau. Mais à quel titre ? Pourquoi ? Parce que le légendier de Reichenau lui donne un texte qui a l'air plus correct, plus conforme, mais plus conforme à quoi ? En vérité, plus conforme au standard du latin classique. Si maintenant je vais chercher ce manuscrit de Stavlo Malmedy qui n'a aucun intérêt, donc qui n'a intéressé personne, ce manuscrit de Stavlo a conservé un texte beaucoup plus proche du légendier d'Arnes de Salzbourg, c'est-à-dire du manuscrit de Vienne. Or, les manuscrits de Vienne et de Stavlo Malmedy sont indépendants. L'un n'est pas la copie de l'autre. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que le vrai texte d'origine est plein de fautes de latin, ou en tout cas qui est d'un latin dont Régimbert de Reichenau a estimé qu'il était fautif et qu'il fallait le corriger. Ce que je veux dire, c'est que l'édition de Künzel, je reprends simplement ici la démonstration d'Orlandi, l'édition de Künzel a donné raison à un latin standardisé, mais qui a gommé toutes les aspérités du latin réel, le latin de la Vicée, qui est un latin mérovingien, en vérité, quand on y regarde de près. Oh, c'est dans l'autre sens qu'il faut avancer. Enfin, c'est ma faute, hein. Tout ça marche très bien, mais c'est moi qui ne sais pas appuyer sur le bon bouton. Plus Orlandi scrute le latin de la Vicée, plus il s'aperçoit que ce latin, alors ça, il n'y a que les philologues que ça intéresse, mais en fait c'est passionnant. Ce latin est émaillé de cursus. Le cursus, tout le monde sait ce que c'est comme la prose de Monsieur Jourdain, mais personne n'est capable de le définir. Imaginons que je prenne la parole en public. Le texte que vous entendez, qui est écrit bien sûr, le texte que vous entendez et que je chante devant vous, je le ponctue d'accent, qui marque et de pause, qui marque en vérité dans mon discours ce qui serait à l'écrit la ponctuation. Et quand je parle, vous entendez très bien les virgules et les points. Vous entendriez presque les points-virgules si j'articulais bien. C'est ça qu'on appelle le cursus. C'est-à-dire un rythme de la phrase avec des accentuations, des syllabes plus longues, des syllabes plus brèves, qui permettent à un orateur d'avoir des effets sur son public. Ceci est pratiqué au moins par Cicéron et par les vrais orateurs de la latinité classique. Le cursus est tellement pratiqué, ces gens-là, Cicéron et consorts sont bien meilleurs que nous, est tellement pratiqué qu'il est théorisé. Et l'on définit une norme, quelques clausules, comme on dit, c'est-à-dire quelques fins de phrases qui sonnent bien. Et on leur donne des noms. Il y a un cursus velox, il y a un cursus tardus, il y a un cursus planus, puis il y a un cursus trispondaïque, mais je vous épargne un petit peu. Bon. Qu'est-ce que ça implique quand on veut mettre du cursus dans un texte ? D'abord, si on veut pouvoir accentuer un mot latin, il faut qu'il soit long. Si on travaille sur des mots de 2 syllabes, hop, 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 on tombe sur un rythme tellement haché qu'on ne peut pas avoir de cursus. Donc il faut que les mots en fin de phrase aient au moins 3 syllabes, voire 4. Et puis après,
et bien vous voyez l'effet que ça donne. Ça, ce sont des extraits de la vie C. Il y a des syllabes qui sont accentuées, je les ai mises en majuscules. Il y a des syllabes qui ne le sont pas. L'agiographe qui a écrit C a utilisé du cursus dans 97% de ses fins de phrase. Autrement dit, je peux me tromper à une unité près, même deux, cet hagiographe l'a fait exprès. Cet hagiographe connaissait très bien les règles du cursus. Il les maîtrisait à la perfection. Deux conséquences. Une conséquence chronologique. Quand est-ce que se perd la connaissance du cursus en Gaule ? Grégoire de Tours est encore capable, il est mort en 594, d'écrire certaines phrases avec du cursus. Je connais des hagiographes de la vallée du Rhône des années 620 qui sont encore capables de s'en servir. Mais très vite après, c'est fini. Donc, ça nous renvoie d'un point de vue chronologique à une fourchette extrêmement étroite. La vie C est en fait écrite dans la deuxième moitié du VIe siècle. Nous venons de gagner 150 ans sur ce que les manuscrits nous permettent de retracer comme chronologie. Deuxième conséquence, la conséquence en termes de public. Quand vous vous donnez le mal de mettre du cursus dans votre vie, c'est que cette vie, elle est faite pour la lecture à voix haute. Certainement pas pour la méditation privée, comme la vie A, qui demande quand même d'avoir un dictionnaire de théologie à côté de soi et puis les œuvres complètes de Sulpice Sévère. Non, si vous avez une vie émaillée de cursus, c'est qu'elle est faite pour la lecture à voix haute, dans ces cercles qui ressemblent énormément à ceux que nous formons ici. Les cercles des gens cultivés, qui aiment bien qu'on leur apprenne des choses intelligentes et qu'on vienne leur parler. Voilà. Ça veut dire que cette vie C, elle était destinée à un cercle aristocratique qui avait été à l'école et qui était encore capable d'apprécier la poésie latine. On va le vérifier à travers quelques exemples réécrits. Alors je vous en ai mis certains, mais vous pourrez en trouver bien d'autres. Vous avez eu le temps de lire. En haut, je mets la vie d'origine, un peu ambitieuse, mais aussi un peu rugueuse, voilà. Et puis la réécriture en dessous. Dans la première vignette, il y a un maître qui est un peu trop dur avec son esclave et qui refuse de lui pardonner. Aussitôt, il se trouve en train de baver et d'écumer comme un bœuf, nous dit l'hagiographe. Bon, c'est assez édulcoré, vous voyez, hein, c'est devenu beaucoup plus présentable. Dans la deuxième version, il ne faudrait quand même pas laisser croire que le maître qui refuse de pardonner à son serviteur doit se retrouver bavant et écumant comme un bœuf. On peut donner un autre exemple ici. Évidemment, il y a beaucoup moins de réalisme. Dans la première vignette, vous avez Geneviève devant sa marmite, étouille. Il y a des fèves qui sont cuites depuis 3 semaines, elle les mélange avec du pain d'orge et elle mange ça de temps en temps. Bon. Deuxième vignette, la réécriture de la vie C. Bon, elle rompt le jeûne 2 fois par semaine. Hein. Vous avez compris dans quel sens va la réécriture. Je donne encore 2 exemples peut-être. Celui-là me plaît énormément. Geneviève est très très douée pour expulser les démons. Donc dans la première vie, on lui amène 12 personnes, hommes et femmes, qui sont soumis à une possession démoniaque. Elle prie, c'est assez compliqué parce que d'abord elle les calme en fait, et puis une fois qu'ils sont à peu près domestiqués, c'est vraiment comme ça que c'est présenté, elle les envoie à Saint-Denis et c'est dans la basilique Saint-Denis qu'ils obtiennent leur guérison auprès des reliques de Saint-Denis. Réécriture, l'hagiographe de la vie C s'en donne à cœur joie. Et là, on voit que ce qu'il cherche, c'est une anecdote qui va pouvoir plaire à son public. C'est plus une démarche spirituelle ici. Est-ce que la prière est efficace pour chasser les démons ? Aucune importance. Ce qui compte ici, c'est la description de ces horribles tortures auxquelles sont exposés les énergumènes, qui se roulent et qui se déroulent comme un parchemin bien roulé. C'est absolument extraordinaire. Le passage est tellement difficile en latin qu'il a été massacré dans tous les manuscrits de la vie C.
arriver à restituer ce texte-là, c'est un vrai travail de puzzle et de devinette. Maintenant, je suis sûre de ça, mais c'est une langue tellement difficile, tellement acrobatique, tellement spectaculaire, qu'elle est en fait devenue illisible pour les copistes à partir du 7e siècle. Dernier exemple, je crois. Petit passage extrêmement informatif dans la vie A. Geneviève va à Tours en bateau, elle ne se déplace qu'en bateau de toute façon. Et d'ailleurs, vous savez quelle est la distance kilométrique entre Orléans et Tours. Voilà, on a une information donnée par la géographe. Ce n'est pas possible de séduire un auditoire avec ce genre de lecture. Ça devient une page complètement inspirée de Virgile dans le chapitre 36 de la vie C, avec la Loire qui offre son dos au cou des rames qui l'agitent et la rossent. Là encore, c'est tellement compliqué que le passage a été corrompu dans tous les manuscrits. Les copistes sont arrachés les cheveux sur ce passage et ceci n'est qu'une reconstitution tout à fait hypothétique, mais peut-être que je me suis trompée. C'est tout à fait possible. Vous avez compris, je crois que je suis dans les temps encore pour qu'on puisse se poser aux uns et aux autres quelques questions. Vous avez compris, j'espère, que cette vie C, à mon avis, est en vérité rédigé dans les milieux que je crois être ceux de la cour austrasienne, les mêmes milieux que ceux qui accueillent Venance Fortuna, le poète venu d'Italie pour mettre en vers les réussites en fait de la monarchie franque. C'est cette vie désormais qu'il va falloir étudier et qu'il va falloir comprendre comme étant le reflet non plus de la vie de Geneviève, mais de la façon dont Geneviève est devenue petit à petit, peut-être pas la patronne de la monarchie franque, mais la patronne de la capitale du royaume des Francs. Rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur Dumézil. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était passionnant et très impressionnant de nous avoir permis de vous accompagner comme ça dans votre travail d'historienne, vraiment dans la construction de votre travail. Et donc la parole est à la salle désormais. Il faut faire circuler ça. J'ai mis ça, j'aurais dû mettre ça. Bonjour, je voudrais savoir pour quelle raison la mère de Geneviève s'interpose contre éventuellement son destin de rentrer à l'église. Est-ce qu'il y aurait un reste de paganisme éventuellement dans sa famille? Et deuxième toute petite question, on passe de la lettre C à la lettre E dans les vies. Qu'est-il devenu de la vie D? Alors là, je suis très très impressionnée par votre attention. Alors je dis tout de suite ce que j'en pense. Je pense que la vie D n'existe pas, c'est-à-dire qu'on l'a classée dans la typologie des vies. En fait, c'est juste une vie A ou une vie B, ça dépend, augmentée d'un passage qui était manquant dans la vie A, c'est-à-dire un passage édifiant sur la mort de Geneviève. Dans la vie A, au moment de la mort, dit elle avait un peu plus de 80 ans et ici, j'en dirai pas davantage. Elle est voilà. Ça s'arrête d'une façon qui n'avait rien pour satisfaire le besoin hagiographique qui est le besoin d'une fin édifiante. Donc dans certains manuscrits, il y a, mais peut-être que c'est vraiment juste l'œuvre d'un copiste, vous voyez, j'hésite à parler d'hagiographe ici. C'est juste un copiste qui prend un passage à la vie de Saint-Martin de Tours et qui s'en sert pour faire 2 chapitres sur Geneviève, semblable aux vierges sages et pas comparable aux vierges folles, ayant gardé sa lampe allumée, est allée à la rencontre de l'époux, etc. Donc, à la fois, c'est nécessaire pour le copiste qui donne ça, c'est peut-être nécessaire pour la célébration du culte de Geneviève, mais moi, j'hésite à appeler cette vie, c'est l'historiographie qui l'a appelée, hein, les gens travaillent sur Geneviève depuis 300 ans quand j'arrive, j'hésite à appeler ce texte-là une vie à proprement parler. Pour moi, c'est juste une variante, en fait, des vies antérieures. Pour les parents de Geneviève, je ne pense absolument pas au paganisme. En tout cas, on n'a pas les moyens de le savoir. Il n'y a pas, quand Geneviève rencontre Germain, ses parents sont en train de l'emmener à l'église, donc ce serait quand même énorme
que ce soit des crypto-païens, ou alors là, il faut que le professeur Dumézil nous en dise plus, mais j'y crois pas du tout. Moi, je crois simplement qu'elle a 7 ans, que c'est une enfant mal élevée. Enfin, je suis pas pour les châtiments corporels appliqués aux enfants, mais vous connaissez l'histoire. Enfin, en gros, elle a 7 ou 8 ans, elle fait un caprice, hein, c'est vraiment défini comme ça dans la vie. Sa mère a prévu d'aller à l'église à l'occasion d'une fête. Elle a dit à sa fille de rester à la maison. Et Geneviève trépigne, se roule par terre et dit non, je vais aller à l'église, je vais aller à l'église. Bon, sa mère la gifle. Voilà, c'est manque de sang-froid tout à fait regrettable. Mais je ne crois pas du tout que ce soit une opposition religieuse de fond, en tout cas. Mais voilà, après... On n'en parle pas du tout. On n'en sait rien du tout. Tel que c'est présenté dans la vie, on a vraiment l'impression qu'elle est fille unique. Maintenant, voilà. Il y a toute petite indication, mais là encore, c'est de l'hypothèse. Elle hérite des biens de ses parents. Donc ça, quand même, voilà. Voilà. Attendez. Dans une des versions, on est mentionné qu'elle est née dans une famille riche, en fait. C'est pas Sainte Bernadette, hein, elle est née dans une famille riche quand même. Donc, Alors, la vie ne le dit pas du tout, et je pense que c'est même important pour la géographe de ne pas le dire. Parce que, il faudrait vraiment faire une étude très très fine de ces usages hagiographiques. Au 5e et tout début du 6e siècle, on répugne à présenter les origines sociales des saints, en particulier pour Honorat et Hilaire. On nous dit évidemment qu'ils étaient très nobles, mais qui est-ce que ça intéresse? Certainement pas les chrétiens. Il y a vraiment encore ce réflexe, et après ça va devenir le lieu commun hagiographique qui dit évidemment noble par la naissance, mais encore plus noble par la piété. Voilà. Donc, est-ce que la géographe le tait alors qu'elle était d'une origine sociale extrêmement favorisée? Ou est-ce qu'il ne le dit pas simplement parce que c'était un milieu ni trop pauvre, ni trop aisé? Je n'en sais rien. À partir de la deuxième moitié du VIe siècle, en revanche, alors là, tous les saints sont évidemment tous plus riches et tous plus nobles que les autres. Donc il faudrait arriver à un phasage très très précis pour savoir si c'est un lieu commun, si c'est encore la tradition hagiographique qui veut ça, ou s'il y a un silence intentionnel. Maintenant, si on parle d'aisance, elle est donc propriétaire terrienne à Meaux. Elle a l'habitude d'avoir autour d'elle une certaine domesticité. Ça ne fait pas pour autant d'elle un membre de la très haute aristocratie sénatoriale. Il suffirait que ses parents aient été des commerçants assez prospères, et ça suffirait. Voilà. Je pense. Et le seul moment où on a une information un peu sur son patrimoine, c'est quand elle dit « Je voudrais tellement construire la basilique de Saint-Denis et je n'en ai pas les moyens ». Alors, voilà. Je n'en ai pas. Alors, peut-être que construire une basilique, de toute façon, ça excède les moyens du tout un chacun. Peut-être que ce qu'on vise aussi à ce moment-là, ce sont des moyens très concrets. C'est-à-dire qu'après, la solution qui est trouvée, c'est que, miraculeusement, on trouve des fours à chaud. Bon. Donc, peut-être qu'aussi que ces moyens, c'est pas simplement de l'argent. Mais l'un dans l'autre, moi, j'ai l'impression que c'est le milieu des commerçants, c'est le milieu des artisans enrichis. C'est pas forcément la grande aristocratie sénatoriale. Une autre question? Oui, un grand merci de toutes ces précisions. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre d'écrits à Reims 3 avec Saint-Rémy, qui donc a beaucoup écrit dans cette région et donc qui a quand même été très sollicité par Sainte-Geneviève pour le baptême donc de Clovis. Est-ce que dans ces bibliothèques qui ont moins connu, dirons-nous, toutes les péripéties des bibliothèques parisiennes, il y a encore des traces à Reims 3, enfin dans ces villes? Alors, c'est horrible ce que vous dites. En fait, Reims, la vraie bibliothèque de Reims a brûlé en 1774. C'est-à-dire la bibliothèque de Saint-Remy. Donc, à Reims, il n'y a rien du tout. Ce qui reste de manuscrits rémois, c'est ceux qui ont été pillés avant et qui sont donc au Vatican, Dieu merci. Vous en avez vu un, c'est par exemple, celui de Stavelot, il vient du Vatican. Bon, ok. Les liens, alors je vais vous dire la vérité, mais c'est pareil, ça ne sort pas d'ici. Les liens entre Remy et Geneviève. En lisant La vie A, je me disais, un type qui écrit comme ça,
c'est Rémy de Reims. Un homme qui est un théologien, qui écrit un latin honorable, mais qui ne cherche pas à faire des effets de manche. Un homme qui écrit pour le fond, avec un propos spirituel. Et alors, un homme qui ne parle pas de l'évêque de Paris. Vous savez peut-être, c'est un des gros problèmes de la première vie de Sainte Geneviève, il n'y a pas d'évêque à Paris. Elle est en lien avec le clergé parisien, elle décide de faire des travaux, elle fait des tas de choses bien pour la ville, et à aucun moment il y a un évêque. Soit on pense que c'est juste parce que, c'est une réalité biographique. Au moment où Geneviève vivait, l'évêque de Paris, il n'était pas là, il n'était pas très actif, il était un peu malade, peu importe. Soit on pense que c'est vraiment une intention de la géographe. Si on pense que c'est une intention de la géographe, il se trouve que Rémy de Reims s'était brouillé à mort avec l'évêque de Paris dans les années 510-520, qui s'appelait Héraclius, qui avait commencé, c'est le méchant dans l'histoire, c'est Héraclius, qui avait insulté Rémy, et Rémy n'aime pas ça du tout. Voilà. Donc à un moment, j'avoue, je me suis dit, mais le portrait robot que je suis en train d'esquisser de l'auteur de la vie mais bon, je suis un peu monomaniaque aussi, mais ce portrait robot-là, c'est le portrait robot de Rémy de Reims. Alors du coup, j'ai vraiment comparé, puisque comme vous le savez, donc on a 4 lettres de Rémy, peut-être 5, il n'y a pas de rencontre. Enfin, c'est pas vraiment le même vocabulaire, c'est pas vraiment la même façon d'écrire. Voilà. Donc j'en suis là. Mais qu'est-ce que c'est dommage. J'aurais vraiment voulu. Voilà. Après, une autre façon de vous répondre, c'est de réfléchir à ce problème du baptême. Tout à l'heure, j'avais affiché la dernière diapo qui parlait des relations entre Clovis et Geneviève. S'il y a une chose qui manque dans la vie de Geneviève, c'est le baptême de Clovis. Alors, le professeur Dumézil vous dirait, je crois qu'il a raison, que c'est parce que le baptême de Clovis est un non-événement. Et que les sources de l'époque se sont bien gardées de toute façon de chercher à le commémorer. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'y voir peut-être une petite information chronologique, c'est-à-dire que Geneviève est morte, 552, et Clovis est baptisé après. Pas en 496. Mais ça, c'est une marotte personnelle. Voilà. Geneviève n'était pas au baptême de Clovis parce qu'elle était déjà morte. Ça, c'est mon idée à moi. Enfin, que je partage avec d'autres. Je voulais encore vous dire quelque chose sur Rémy. Oui. Dans la vie A, vous l'avez peut-être vu quand j'ai affiché la liste des sources qu'on identifie dans la vie A, il y a, à mon avis, la citation d'une inscription qu'on lisait sur les murs de l'église des Saints Apôtres. Et cette inscription a été écrite par Rémy de Reims, qui commémore l'action de Clovis. Voilà, c'est le seul point de contact, mais il existe, entre la vie A et Rémy. Ça prouve au minimum, et ça c'est pas vraiment un scoop non plus, que l'auteur de la vie A était déjà allé à l'église des Saints Apôtres de Paris, ce qui a l'air d'être l'évidence même, en vérité. Je reviens sur, vous me pardonnerez de revenir sur l'histoire entre la mère et la fille. Si votre hypothèse du pur caprice, qui est plausible, est vraie, comment se fait-il que le souvenir nous soit parvenu à travers les hagiographes jusqu'à maintenant, puisque si c'est tellement insignifiant, comment se fait-il que, voilà, on s'est même donné la peine de l'écrire sur les murs de la caserne de Lobau? Alors vous avez entièrement raison. Non, le caprice, c'est peut-être un mot maladroit. Ce dont les hagiographes se sont souvenus, c'est le miracle qui a suivi. C'est-à-dire que la mère ayant donc giflé Geneviève est aussitôt victime de cécité. Et elle reste aveugle pendant 21 mois, au terme desquels elle se souvient. Et là, c'est très très intelligemment fait dans le texte. Elle ne se dit pas « Ah, finalement, je vais demander pardon à ma fille », où on serait vraiment au niveau vie quotidienne, morale chrétienne. Non, elle se dit « Ah, Germain m'avait dit à propos de cet enfant quelque chose d'exceptionnel ». C'est-à-dire que c'est le moment où la mère authentifie la vocation de Geneviève, vocation qu'elle tient vraiment de Dieu. C'est là que je vous dis qu'il y a une vraie réflexion sur le rôle de la grâce. Elle authentifie la vocation de Geneviève.
Donc elle demande à Geneviève d'aller puiser de l'eau, elle se lave les yeux et elle retrouve la vue. Et ça, évidemment, c'est ce dont les hagiographes se souviennent, parce que c'est le premier miracle de Geneviève, qui est donc encore une toute petite enfant. Voilà, ça, on s'en souvient. Une autre question. Vous avez touché le pélagisme. J'aurais voulu savoir quelle est l'importance de cela au moment de Geneviève. Merci beaucoup, c'est une excellente question. En fait, on pourrait penser qu'au moment où l'hagiographe écrit dans les années 520, c'est une question qui est complètement dépassée, puisque donc le débat a été réglé un siècle auparavant. En fait, la querelle a été rejouée à l'intérieur de l'Église des Gaules, et c'est pour ça que je pense qu'elle apparaît encore d'actualité à l'auteur, puisque à partir du moment où Pélage a été condamné, il y a donc une forte campagne d'Augustin d'Hippone contre la position pélagienne. C'est Augustin qui insiste beaucoup à ce moment-là pour dire mais la grâce est nécessaire, l'homme est pécheur, l'homme n'est pas capable de Dieu par lui-même, il faut être racheté du péché originel et toutes ces choses. Et plus Augustin insiste, plus le milieu du monachisme lérinien, les milieux ascétiques du sud de la Gaule, en réaction disent mais non en fait. Par la cesse, par la prière, l'homme est aussi capable de mettre dans la balance sa volonté bonne, ses efforts, etc. Et donc il y a dans le sud de la Gaule ce qui a été dénoncé comme un retour du pélagianisme ou semi-pélagianisme en fait. Il y a un très très bon spécialiste du CNRS actuellement qui s'appelle Jérémy Delmul qui travaille sur ces questions-là, la résurgence du pélagianisme dans le sud de la Gaule. Et il faut attendre le concile d'Orange, 529, pour que les positions d'Augustin soient imposées à l'église gauloise et notamment au sud par Césaire d'Arles. Donc jusqu'en 529, où là il y a une sorte de décision conciliaire qui règle la question. On n'est pas pélagien, on n'est pas augustinien, on n'est pas semi-pélagien, on est néo-augustinien. Voilà. Jusqu'à ce moment-là, le débat continue à être agité dans l'Église gauloise. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être encore une actualité, ou en tout cas que pour l'auteur, il y a eu un moment où ça a été important. Voilà. Et au passage, l'hagiographe connaît des textes qui circulent dans la vallée du Rhône. Je veux dire, c'est pas forcément un homme du Nord. Oui, je vous remercie infiniment. Je me posais tout à l'heure la question par rapport à la relation de Sainte Geneviève et de sa maman. C'est à partir de quel moment qu'on a épousé les mœurs en France pour être une famille aisée de la noblesse ayant la volonté qu'un de ses enfants soit ou un militaire ou rentre dans les ordres ou ait une vie vouée vers la sainteté. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec cela et pourquoi donc éventuellement l'opposition en dehors qu'on a évoqué, caprice ou pas caprice? Donc ça, c'est le premier point. Par rapport aux diverses lectures de la vie de Sainte Geneviève et assez variantes, est-ce qu'en faisant une recherche croisée, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement voir si ceci n'était pas à un moment donné voulu pour mettre en exergue pour un éventuel but stratégique ou géopolitique de l'époque pour mettre en avance telle ou telle proposition? Merci. Je vous remercie. Alors, Joker, ça c'est pour la première question. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de tradition de vouer... Enfin, pas avant la fin du Moyen-Âge. Voilà. Donc, pour moi, avant l'an 1000, pas à l'état de stratégie. Au contraire, on voit plutôt des familles se convertir en bloc. Et encore une fois, je ne crois pas que la mère de Geneviève soit opposée à son intention de vie consacrée. Je crois que simplement, elle trouve que ce ne sont pas des pratiques de piété adaptées à une jeune enfant. Voilà. Plutôt quelque chose comme ça. Quand on dit que... C'est intéressant, il y a au moins un manuscrit de la vie C qui n'a pas compris, enfin il y a un copiste au moins qui n'a pas compris cette histoire de la mère qui disait à l'enfant de rester à la maison. Et le copiste a écrit « Il faut que tu restes dormir à la maison ». Et je pense que cette dormir au lieu de domir, rémanérer, rester à la maison. Voilà. Et je pense que cette erreur-là, elle est possible parce que, en fait, ce copiste savait bien de quoi, ce qui était en jeu, c'est-à-dire d'aller à l'église la nuit. Quand on célèbre une grande fête religieuse dans
le culte chrétien 5e siècle, on va à Vigile, on passe la nuit à l'église. Et là, la mère de Geneviève peut penser que c'est pas quelque chose qu'on fait faire à un enfant. Bien sûr qu'elle l'emmène à la messe, manifestement, elle l'emmène à l'église. Et ben voilà. Mais simplement, elle lui dit non, pas à 2h du matin, tu restes au lit. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Votre question est passionnante sur est-ce qu'on a choisi une version plutôt qu'une autre. Dans l'intention de l'hagiographe, manifestement. Il y a un hagiographe qui a la vie A et qui dit cette vie-là, ça va pas marcher, donc je la simplifie, j'en dissipe les ambiguïtés, ça donne la vie B, je prends la vie A, je l'adapte à un public relevé, ça donne la vie C, et ainsi de suite. Donc du point de vue de l'hagiographe, oui. Mais en fait, du point de vue médiéval de la transmission manuscrite, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la représentation que vous avez, je peux choisir plusieurs sources, je peux choisir plusieurs livres, je peux choisir plusieurs chaînes, je peux choisir plusieurs journaux, je multiplie mes sources d'information, je multiplie mes supports de communication. C'est pas médiéval. Dans une bibliothèque, c'est rarement médiéval, dans une bibliothèque donnée, on a une vie de Sainte-Geneviève. Et on n'a pas le choix. Et si on a la vie C, on n'a pas la vie A. Si on a la vie A, on n'a pas la vie B. Parce que c'est compliqué de copier une vie, c'est compliqué d'aller la chercher, c'est compliqué de la trouver, de la sélectionner. Voilà. Donc on en a une, on la garde. Je pense, hein, sauf exception très rare, centre exceptionnel, on a 2 versions de la vie d'un même saint, mais c'est rarissime. Une autre question. Alors, s'il n'y a plus de questions... C'est là, juste devant. Merci bien. J'hésite à rallonger parce que 3 questions m'étaient venues à l'esprit. La première à propos du père de Geneviève. Ouais. Vous avez évoqué éventuellement un commerçant aisé. On raconte, alors je ne sais pas moi la valeur de ce qu'on lit, que c'était un ancien officier de l'armée romaine en tant que franc. Les Romains avaient passé des accords avec les Francs. Il avait servi l'armée romaine. On dit qu'il était général même. Est-ce que c'est étayé ? On dit qu'il avait le fisc sur toutes les boucles de la Seine, avec le centre de commandement qui s'appelle... il s'appelait Valérianus, et que le mont Valérien, c'était là où il commandait la place. On dit beaucoup de choses. Est-ce que et quel est le fondement jusqu'où va l'histoire là-dedans ? Il s'appelait Severus comme Severus Rogue. Donc Severus Rogue était, vous savez, dans Harry Potter. Donc Severus Rogue était donc l'héritier de Geneviève. On en est là. Je veux dire, voilà, ce sur quoi on travaille quand on fait ce genre de déduction, on travaille sur l'onomastique. C'est-à-dire qu'on parie que les noms ne sont pas transmis par hasard, mais que quand on s'appelle Severus, c'est qu'on descend d'un homme qui s'appelait Severus, et alors on cherche les 3 Severus qu'on connaît dans l'histoire des 3e et 4e siècles. On ne connaît que les gens prestigieux, et oui, et donc on tombe très très vite sur un général. Alors je vais même vous dire que Gérontia, la femme, elle a aussi un ancêtre qui peut s'appeler Gérontius, et qui lui aussi est général. Voilà. Je ris avec vous pour dire que c'est notre pain quotidien. Hein. Je veux dire, ces reconstitutions, on les fait tous parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et ça a l'air fondé, effectivement, sur ce qu'on comprend de la transmission des noms. Mais c'est tellement hypothétique, c'est tellement fragile. Qu'est-ce que ça... Enfin, alors, en revanche, il y a une réflexion de Martin Heinzelmann là-dessus qui m'a eu l'air vraiment très très intelligente, qui est d'observer qu'effectivement les parents de Geneviève étaient forcément francs, bien que portant des noms romains, puisqu'ils avaient donné un nom franc à leur fille. Ça, c'est important. C'est-à-dire que Martin Heinzelmann a observé qu'il y a des modes onomastiques, il y a des francs qui donnent des noms romains à leurs enfants, mais jamais le contraire. Donc si elle porte un nom franc, c'est que ses parents étaient francs, bien que portant des noms romains. Là, on peut extrapoler. C'est-à-dire qu'on peut dire, ces gens-là qui sont donc francs, à la génération d'avant, on leur a donné des noms romains, donc ce sont effectivement des francs très bien intégrés. Et moi, je suis obligée de m'arrêter là. Voilà. Non,
C'est important d'avoir recours à la science historique pour savoir mettre une limite. Ouais. Donc, si vous me le permettez, l'évêque Villicus qui a donné le voile des Vierges, alors, on ne le connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il est introuvable. Alors pour le coup, les listes, c'est certainement pas un évêque de Paris. Les listes épiscopales, pour le coup, c'est quand même là des listes de noms assez fiables. Donc on est capable de repérer un Villicus évêque de Bourges et un Villicus évêque de Chartres. Après, chacun choisit. Voilà. Et pour vous dire, pour avoir vu tous les manuscrits, je pense, assez vite, ce Villicus s'appelle Julicus. Et en fait, c'est vrai que c'est bizarre, Villicus comme nom. Si on regarde, ça veut dire vraiment le paysan Pecno, quoi. Bon, alors, voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas trouvé la solution parce qu'on ne la trouvera pas. Ce qu'on est capable de dire, c'est qu'apparemment, on avait le droit d'être consacré par un ami, une relation. Voilà. C'était pas, comment dire, on pouvait ne pas être consacré par l'évêque du diocèse dont on relevait. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut conclure, mais c'est dans l'autre sens, ça nous dit pas plus tellement, ça nous donne pas d'informations sur Villicus. La seule chose qu'on peut savoir, c'est que c'était sans doute un proche de la famille, enfin qui se connaissait, qu'il y avait une raison pour que ce soit Villicus. Voilà. Voilà, la troisième question, si c'est possible. 512, qui a été longtemps avancé comme date de la mort de Sainte Geneviève, est-ce que c'est définitivement écarté ? Vous avez dit c'est très probablement entre 500 et 502. Parce que quand on est de Saint-Étienne-du-Mont et de par là, il s'agit de savoir si Clovis a construit une église sur la tombe de Sainte-Geneviève, si s'est fait enterrer aux côtés de Sainte-Geneviève parce qu'elle était morte avant. Non, ce qui est sûr, parce que la vie est très claire pour dire qu'il a à peine pu commencer la construction de l'église et qu'il n'a pas pu l'achever. Donc il est mort avant l'achèvement de la construction. 502 ou 500 pour la date de mort, c'est simplement un décompte, c'est-à-dire qu'on part de la seule date qui est sûre, c'est qu'elle rencontre Germain en 429. Là-dessus, on n'a pas de doute. En 429, on nous dit qu'elle est déjà assez grande pour avoir pensé à un vœu de consécration de sa virginité, mais pas encore assez grande pour l'avoir réalisé. Voilà. Donc ça veut dire qu'entre 429, on lui donne quoi ? Actuellement, puisqu'on célèbre le 14e centenaire, on lui donne 9 ans, mais vous voyez que c'est un choix. Hein. En revanche, après, si on dit, donc en 429, elle avait 9 ans, elle est née en 420, elle meurt à 80 ans passés. 80 ans passés à la louche, c'est 500-502, mais pas plus. C'est écrit dans la pierre. Ouais. C'est pas la plus grosse bêtise écrite dans la pierre. Alors je crois que je vais être obligée de mettre parce qu'enfin c'est des questions de salle en fait, donc très très vite, mais vraiment il faut qu'on ferme la salle. Voilà, je suis désolée. Calendrier, Grégoire de... Il date à la romaine, canon id, ça c'est sûr. Et Grégoire de Tours réfléchit en lustre, donc par période de 5 ans. Mais la géographie n'utilise pas de date. Merci.